Le nouveau Grand Highlander lancé par Toyota hier sera un véhicule extrêmement populaire, je le crois, qui va combiner dans certains cas avec certaines motorisations électrifiées une économie d'essence absolument incroyable pour un VUS pleine grandeur avec une combinaison là, vraiment intéressante qui nous manquait chez Toyota. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui dans un épisode spécial de Plus de millage dédié au Grand Highlander. On va vous faire l'historique un peu du Highlander, c'est quoi cette voiture-là, puis pourquoi c'est aussi important pour Toyota de lancer ce modèle-là. Le Grand Highlander, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut commencer par répondre à la question qu'est-ce que c'est le Highlander? Toyota offre depuis une vingtaine d'années un VUS intermédiaire qui est disponible depuis très longtemps aussi en version hybride qui s'appelle le Highlander. Donc, c'est un VUS intermédiaire à 3 rangées. Aujourd'hui, à l'époque où on vit, où les VUS intermédiaires deviennent très gros, ce sont en fait généralement des véhicules qui, essentiellement, disons, dans leur philosophie d'utilisation, ont remplacé la minivan. Les gens qui ont des familles qui s'agrandissent choisissent plus souvent un VUS ou un VUS intermédiaire à 3 rangées qu'une minivan, par exemple. Et c'est là que ça devient important pour Toyota. Le Highlander était, disons, dans les plus petits des VUS intermédiaires. Il faut comprendre, c'est quand même un très gros véhicule, mais c'était parmi les plus petits, typiquement offert avec une capacité de remorquage de 3500 livres. Les places de la troisième rangée étaient typiquement destinées à des enfants, moins à des adultes ou moins à des grands-enfants. Donc, il y avait certaines limitations. On a vu aussi dans les dernières années des véhicules comme le Atlas apparaître, le Subaru Ascent qui sont juste absolument immenses et qui sont encore plus loin dans cette philosophie de remplacer les minivans. Donc Toyota, dans son offre, avait le RAV4, qu'on connaît tous, que j'adore, surtout en version Prime, le Highlander, un VUS intermédiaire 3 rangées, mais parmi les plus petits de sa catégorie, et le Sequoia, qui est un véhicule sur un châssis en échelle, plus orienté en route, c'est vraiment sur un châssis de camionnette, donc c'est vraiment plus dans la veine du Yukon Suburban, ce genre de véhicule-là. Donc, c'était pas nécessairement destiné à la plupart des familles. Puis c'est un véhicule qui aussi est devenu extrêmement dispendieux avec le temps. J'en ai vu afficher récemment aux environs de 75 000 dans leur dernière version. Donc oui, c'est seulement disponible hybride et c'est super bien, mais c'est vraiment un véhicule qui s'adresse à un public niche, du moins au Canada. C'est pas un véhicule très commun, quoique aux États-Unis, ça l'est certainement plus. Donc, le Grand Highlander, c'est une voiture qui vient s'insérer entre les deux, mais qui est plus près du Highlander dans son architecture. Donc, le Grand Highlander sera plus long, plus large, plus haut que le Highlander. Il vise à offrir surtout plus d'espace de chargement et beaucoup plus de confort à la troisième rangée que le Highlander. Donc, on vient compétitionner avec des véhicules comme l'Atlas, comme le Ascent. On a un format là, qui est plus proche, par exemple, d'un GLS là, que de l'ancien Highlander. Donc, un VUS plus gros. Ce qui est différent du Highlander, c'est au niveau des motorisations. Puis en fait, c'est ça la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de vous parler de ce véhicule-là. Évidemment, on parle généralement plus de véhicules électriques à plus de millage. On parle aussi de voitures à essence, de voitures électrifiées. Et le Grand Highlander va offrir 3 motorisations, dont 2 qui sont électrifiées. Donc, la motorisation de base, en fait, ça va être un 2.4 litres turbo qu'on voit déjà dans le Highlander. Donc, ce moteur-là, en fait, chez Toyota, essentiellement prend la place du V6 3.5 litres dans un certain nombre de véhicules. C'est pas le cas partout parce qu'il y a certains véhicules chez Toyota qui sont offerts en version hybride uniquement. C'est le cas du Venza et de la Sienna, par exemple, qui sont des véhicules qui auraient pu être offerts avec un V6. Il n'y en a pas, on a seulement une version hybride. Donc, 2.4 litres turbo sera le modèle, le moteur de base, si vous voulez. Il va y avoir aussi une version hybride qui reprend la mécanique du Highlander hybride, donc 2.5 litres, atmosphérique, avec une puissance probablement aux environs de 240-245 chevaux, comme dans le Highlander, le Venza, ainsi que la minivan Sienna. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ce que Toyota nous a dit, bien qu'on n'ait pas les chiffres de l'EPA ou de l'agence canadienne, c'est que la consommation d'essence de ce modèle-là serait de l'ordre de 6,9 litres au 100 km. Puis, il faut mettre les choses en contexte. 6,9 litres au 100 km dans un cycle combiné pour un véhicule de cette taille-là, c'est vraiment exceptionnel parce que la plupart des gens qui achètent un VUS de cette taille-là, même encore aujourd'hui,
si vous allez chercher par exemple un Chevrolet Traverse, les consommations d'essence là, vont être très 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 élevées. La réalité, c'est qu'au quotidien, vous risquez de faire probablement du 12, 13, 14 litres au 5 km. C'est le cas par exemple du Telluride. J'ai un collègue qui conduisait un Telluride, puis la consommation d'essence est très élevée. Je suis toujours déçu de voir ces nouveaux véhicules-là qui sont super populaires apparaître sur le marché avec des mécaniques qui sont pas très efficaces. Donc, on va offrir une mécanique hybride atmosphérique avec environ 240 chevaux, très 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 économique dans le Highlander. Il va avoir le moteur turbo et la combinaison des deux, il va avoir un modèle iForce Max. Donc, c'est une mécanique qu'on commence à voir apparaître chez Toyota, qui en fait prend le moteur 2.4 litres turbo et un système hybride avec une CVT, puis on va chercher quelque chose comme 360 chevaux, 400 livres-pieds de couple. Et ça va être le moteur probablement privilégié pour les gens qui veulent, par exemple, combiner économie d'essence et capacité de remorquage, parce que le 2.5 litres atmosphérique 240 chevaux dans un véhicule de cette taille-là, aujourd'hui, probablement qu'on va considérer que c'est, disons, underpowered, que c'est pas assez puissant. Mais je crois qu'il faut quand même mettre les choses en perspective. Si on est une famille, tout ce qu'on veut, c'est un véhicule pour transporter les enfants, leurs choses, toutes sortes d'affaires, puis avoir de l'espace, principalement en ville et sur l'autoroute, c'est bien suffisant. Si on veut aussi avoir une capacité de remorquage, mais là, on peut aller vers le modèle iForce Max, quoique, du moins, lors de l'entrée en marché, ça va être uniquement disponible dans les versions les plus luxueuses du Highlander. Je trouve ça toujours un peu décevant. J'aime ça quand un constructeur offre la motorisation que je veux dans le modèle de base. D'ailleurs, Toyota offrait le Highlander actuel en version hybride LE, donc version de base, qui est quand même relativement bien équipée, avec le moteur hybride. Mais là, pour le Grand Highlander, on risque d'avoir la version hybride de base, mais on n'aura pas la version iForce Max, donc 2.4 litres turbo, disponible dans les versions de base. Ça va être plus dans les modèles limited, donc c'est un peu une déception. Mais au niveau de la consommation d'essence, bien qu'elle ne soit pas annoncée, j'ai été faire des vérifications parce que cette mécanique-là, elle existe en fait. Elle existe dans le Lexus RX 500H. Donc le Lexus RX, c'est le penchant Lexus du Highlander, pas du Grand Highlander, mais du Highlander. Puis comme on a les mêmes mécaniques, RX 350H qui est le 2.5 litres atmosphérique hybride, et 500H qui est le 2.4 litres turbo, allié à la mécanique hybride électrifiée, ben là, on a une différence de consommation d'essence d'environ 2 litres au 5 km. Donc, on peut estimer que la consommation d'essence du Grand Highlander sera de probablement 9 litres au 5 km, environ 8.9, 8.8, 9 litres, 9.2 peut-être dans ces environs-là. Donc, c'est quand même vraiment intéressant d'avoir un véhicule de cette taille-là qui va être capable de remorquer, selon Toyota, 5000 livres, qui va avoir énormément d'espace cargo. Parce que là, on a plus d'espace derrière la troisième rangée, on a plus d'espace avec la troisième rangée rabattue, plus d'espace avec la deuxième rangée rabattue. C'est vraiment un gros véhicule. Puis, on va quand même chercher une économie d'essence qui est raisonnable à 9 litres au 100 km. Parce que la plupart des véhicules de cette catégorie-là, comme je le disais, vont faire plutôt aux environs de 12-13 litres au 100 en ville, peut-être un peu moins sur l'autoroute. Mais là, avec la mécanique hybride, même en ville, on va aller chercher une bonne consommation d'essence. Donc, c'est vraiment super intéressant. Sinon, les autres détails, ben là, ça s'arrête pas mal là. On a un écran de 12 pouces environ. Puis, il va y avoir aussi un combiné d'instruments qui est numérique. On va vous afficher des images de ces choses-là à l'écran. Mais c'est vraiment au niveau des motorisations que c'est intéressant. Je pense que Toyota va vraiment frapper un circuit avec ce véhicule-là. Ça va être super populaire. C'est un segment qui est très en demande. Il va falloir voir c'est quoi les prix. Peut-être que ça va être assez dispendieux. En même temps, le Sequoia est très cher, mais il n'est pas plus cher que les autres véhicules de sa catégorie. Il va rester au-dessus du Grand Highlander, disons, dans la segmentation de Toyota. Donc, par exemple, un Toyota Sequoia, c'est beaucoup moins cher qu'un Jeep Grand Wagoneer, si on se donne un peu un exemple. Donc, je crois que le prix va être relativement raisonnable. Probablement que le modèle de base va être dans les bas 50 000, puis les modèles les plus équipés avec la motorisation iForce Max, peut-être aux environs de 70 000, mais c'est purement des spéculations. Ça va quand même être un véhicule assez dispendieux. Il va y avoir aussi, mais là, c'est pas dévoilé encore, une version Lexus de ce modèle-là. Donc, c'est le Lexus TX. On s'attend à ce qu'il s'appelle le Lexus TX du moins. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les enregistrements de noms, en fait, de marques que Toyota a fait, on pourrait s'attendre à avoir une version hybride branchable du Lexus TX.
TX550H+. Mais encore là, ce ne sont que des spéculations. Peut-être que c'est un modèle qui ne sera pas disponible au lancement, qui sera disponible seulement dans plusieurs années. On ne le sait pas. On n'a toujours pas de version hybride branchable du Lexus RX ou du Highlander, donc peut-être que Toyota ne veut pas aller là directement. Je pense que dans le cas du RX, qui est un modèle très très populaire chez Toyota, particulièrement aux États-Unis, on pourrait s'attendre à le voir avant que ça apparaisse dans un modèle TX, par exemple, beaucoup plus gros. Donc, à déterminer. Fait que je suis vraiment excité, j'ai vraiment hâte de voir ce véhicule-là sur la route, j'ai hâte de l'essayer. C'est sûr que c'est un format qui m'intéresse beaucoup. C'est le fun d'avoir un VUS de cette taille-là si on est capable de le combiner à une consommation d'essence qui est très raisonnable, et ça va être le cas ici. C'est un des rares cas sur le marché, en fait, où c'est pas atroce comme consommation dans un VUS de cette taille-là. Donc, ça conclut notre épisode spécial de plus de millage qui portait sur le Grand Highlander. Il devrait être disponible cette année, c'est un modèle 2023. Donc, on a bien hâte d'essayer ça sur la route. On se dit à la prochaine!